Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le nombre de malades de Covid-19 a explosé au Cameroun et cette deuxième vague d'épidémie a tué près de 68 personnes en l'espace d'un mois selon des chiffres officiels. Le relâchement notoire des mesures sanitaires a engendré l'accélération de la contagion à tel point qu'un établissement scolaire public est fermé depuis une semaine à Douala pour cause de détection des cas positifs chez des élèves et enseignants. Quelles mesures ont été prises pour contenir cette transmission communautaire? Quel protocole pour faire face à cette deuxième vague d'épidémie meurtrière? Élément de réponse en ouverture de ce journal. Au regard de la situation épidémiologique en Afrique centrale, situation d'insécurité et de crise économique, comment la CEMAC compte-t-elle s'en sortir? Le président en exercice de la CEMAC, le chef de l'État du Cameroun, a reçu en audience deux émissaires, envoyés spéciaux des présidents tchadiens et équato-guinéens. La quintessence de leurs échanges, nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À l'heure où le Cameroun fait face à une résurgence de la pandémie de Covid-19, une école maternelle publique est fermée depuis une semaine à Douala. Les cours ont été interrompus sans explication aux parents, lesquels parents continuent de défiler devant le campus scolaire afin de comprendre les raisons de cette fermeture en plein deuxième trimestre. Selon les enquêtes menées par Equinox Télévision, près de 10 enseignants et environ 9 élèves ont été dépistés positifs au Covid-19. Quelles mesures ont été prises face à ce diagnostic des cas de Covid en plein milieu scolaire? Élément de réponse avec nos reporters Théo Tchunke et Cédric Djing. À son arrivée avec sa fille à l'école maternelle d'application de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement, ce sont des grilles fermées et une cour d'école déserte qui accueille Marlène. Un spectacle auquel elle et bien d'autres parents sont confrontés depuis près d'une semaine. Moi, j'ai constaté que depuis lundi, cet établissement est fermé. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi ils ont fermé. Mais le problème, c'est qu'en fermant l'établissement, ils nous ont fait pas, ils n'ont pas fait part. On ne connaît même pas ce qui se passe. Tous les jours, je viens, je vois la barrière fermée. Tous les jours, j'appelle l'enfant le matin, j'arrive, je trouve la barrière fermée. La directrice ne nous a rien dit. Elle ne nous a rien dit, elle n'a même pas fait. Donc, je ne sais pas vraiment pourquoi le portail est fermé chaque jour. Pourtant qu'il y a tout versé, la pension de l'enfant. Moi, je ne comprends pas. Là où le bas blesse, c'est qu'aucune information, ni écrite, encore moins verbale, n'a été donnée à Marlène et aux autres parents quant aux raisons de la fermeture de l'école, du renvoi des enfants à la maison, encore moins sur l'éventuelle réouverture au nom de cet établissement, d'où la colère et l'exaspération de ces derniers. Tout ce que moi j'attends, c'est qu'on me donne la suite. S'il faut fermer, on me rembourse. Moi, je mets mon enfant ailleurs. Et s'il faut recommencer, ils doivent informer les parents, puisqu'ils ont le contact de tous les parents. C'est pas normal que chaque jour on vient, on trouve le portail fermé, qu'on a versé toute la pension. Moi, je ne suis pas d'accord. Je veux voir mes amis enfermés toujours au portail chaque jour. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer la fermeture d'une école en plein milieu de l'année scolaire? Est-il possible que cet établissement soit réouvert à temps pour permettre aux tout-petits d'ici de reprendre le chemin de l'école? Autant d'interrogations autour desquelles Equinox Télévision a mené l'enquête et s'est rendu du côté de la délégation régionale de l'éducation de base. Nous avons à peu près 9 cas d'enseignants. Environ une dizaine de cas d'élèves. C'est tout à fait normal qu'en cas de découverte de la Covid dans une structure scolaire, que nous prenions les mesures adéquates. Vous convenez avec moi que la toute première mesure était de faire appel aux autorités sanitaires. On a travaillé la main dans la main. Il fallait désinfecter les lieux. Il fallait observer une pause. Le temps pour de nous rassurer que tout le monde qui a été testé positif observe la quarantaine. Une découverte de cas qui a fait automatiquement suite à une désinfection de l'établissement et à sa fermeture. Cependant, les parents s'interrogent encore quant à la suite donnée à cette affaire. Je vous dis donc que lundi,
puisque plus de 80% d'enfants étaient testés, une dizaine étaient positifs, tous ceux qui étaient négatifs vont reprendre l'école. Ceux qui étaient positifs vont lever la quarantaine. Et les 20% de parents qui ont refusé de faire tester les enfants, on les connaît. Ils ne reviendront s'ajouter à ceux-là que si nous montrons un bulletin médical où l'enfant est testé négatif. Une vague de contamination qui intervient alors qu'un relâchement des mesures barrières est observé au sein de la population et que des chiffres du ministère de la Santé publique font état d'une résurgence de la pandémie au Cameroun. Les informations sont claires. Au Cameroun, le nombre de malades de Covid-19 ne cesse d'exploser. La contagion connaît une rapide accélération. Tenez ces deux tableaux illustratifs de l'évolution de la situation épidémiologique. Le 16 janvier 2021, le ministre de la Santé publique déclare sur son compte Twitter 694 cas actifs, 107 malades hospitalisés et 455 morts. Un mois plus tard, le nombre de cas actifs a triplé selon le tweet du ministre de la Santé publique fait ce jeudi 18 février 2021. Le Cameroun compte déjà 2200 cas actifs et 523 décès. Cela signifie que près de 68 personnes sont mortes des suites de Covid-19 en l'espace d'un mois. La situation recommence à devenir préoccupante selon Manaouda Malachier. Il exhorte les Camerounais à respecter scrupuleusement les 13 mesures édictées par le chef de l'État et de sortir uniquement quand c'est nécessaire. Et il a insisté sur le port du masque dans les milieux publics. Toujours dans ce chapitre, l'OMS a validé le vaccin AstraZeneca et c'est l'Organisation des Nations Unies qui appelle à l'unité pour un vaccin équitable. S'exprimant au Conseil de sécurité de l'ONU, Antonio Guterres a dénoncé les inégalités dans les multiples campagnes de vaccination menées à travers le monde. Il juge inacceptable que seuls 10 pays aient déjà reçu le vaccin et 130 autres sont toujours dans l'attente, délaissés dans cette course effrénée au vaccin contre la pandémie du coronavirus. On fait le point avec Nadine Yambou. En réaction aux multiples cris d'alarme des dirigeants africains face aux difficultés d'accès au vaccin contre le coronavirus, le secrétaire général de l'ONU met en garde sur les dangers des inégalités dans la vaccination entre pays riches et pauvres. S'exprimant sur la question au Conseil de sécurité de l'ONU, Antonio Guterres s'est dit choqué de ce que 75% de tous les vaccins ont été administrés dans seulement 10 pays, alors que 130 autres n'ont toujours rien reçu. Après la validation en urgence du vaccin AstraZeneca par l'OMS, Antonio Guterres appelle les pays à soutenir le COVAX, un dispositif mis en place pour assurer un accès équitable au vaccin et permettre une distribution des centaines de millions de doses de vaccins dans les pays en voie de développement. Dans la foulée, les États-Unis promettent de verser 200 millions de dollars à l'OMS d'ici la fin du mois de mars 2021. Et pour le président français Emmanuel Macron, il est grand temps de répondre aux inégalités criantes dans la vaccination sur le continent africain. Prenant la parole lors d'une visioconférence avec les chefs d'État africains, le président français a critiqué les goulots d'étranglement dans la production du vaccin au niveau mondial et dans la distribution. Il estime qu'il faudrait augmenter les capacités de production en Afrique et d'imposer la transparence sur les prix des vaccins. Emmanuel Macron appelle également ses homologues africains à demander à l'OMS et l'OMC un mandat commun pour une levée des barrières à l'accès aux vaccins. Toujours dans l'actualité, un mois après son élection à la tête du conseil régional, l'élection du professeur Anguafo III à la tête du conseil régional du Nord-Ouest, son remplaçant est connu à la direction générale de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Selon un décret présidentiel, le professeur Mbou Robinson Eno est le nouveau directeur de cette formation hospitalière. Ce gynécologue était jusqu'ici directeur du département de la santé familiale au ministère de la Santé publique.
En septembre 2020, elle a été nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun au Royaume des Pays-Bas. La ministre plénipotentiaire, Madeleine Liguemo-Ondoa, vient de bénéficier d'une autre nomination. Elle est, à compter de ce jour, chef de la mission diplomatique du Cameroun auprès du Grand-Duché de Luxembourg, avec résidence aux Pays-Bas. C'est une décision du président de la République du Cameroun. Encore des casses et démolitions au lieu dit d'Ibamba, à la sortie est de Douala, sur fond de litiges fonciers, des familles qui se déchirent sur revendiquant la propriété de plusieurs hectares de terre. D'autres détails avec Steve Eboulet, Farel Bounia et Eric Fopossi. Un excavateur réduit en miettes des maisons. Nous sommes dans le 3e arrondissement de Douala, en Ngouang-Bakoko, au lieu-dit d'Ibamba. Il est 10h ce jeudi 18 février. Ici, cet homme transporte difficilement 2 valises, d'autres se battent comme ils peuvent pour sauver leurs effets. Une escouade de policiers armés de matraques et transportant des caisses de gaz lacrymogène veille au grain devant des populations déboussolées. Mais voici de 10 ans dans le quartier, formé mais non intégré, mais caché dans une petite quartier d'Ibamba. Ça fait 10 ans. Je ne connais pas là où je vais dormir aujourd'hui. Ils arrivent un matin comme ça, ils commencent à casser, ils ne vous disent rien. Ils ne vous disent pas que c'est pour tel ou tel but. Subitement, les engins arrivent, la casse commence. Ceux qui veulent un peu lever la tête sont bousculés, fouettés. On a même agressé un enfant là, je ne sais pas trop pour quelle raison. Je ne suis pas dans Bichaka, mais ils m'ont cassé. Je suis dans la communauté Bonela. Il s'agit en effet de litiges fonciers qui opposent les communautés Bonela et Bechaka. On dit que c'est les Bechaka qui sont en train de casser comme vous voyez là. Et ils disent qu'ils sont en train de sortir la route. Je ne sais surtout quelle route ils sont en train de casser. Mais quand ils finissent de casser, ils finissent de casser là où ils disaient que ça les appartient. Ils viennent maintenant, moi j'appartiens à la communauté Bonela. Qu'est-ce qu'il y a qui viennent encore casser chez les Bonela? Porté devant le tribunal de première instance de Ndokoti, l'affaire qui devait passer le 12 février a été renvoyée le 26 mars prochain, d'où l'incompréhension. À chaque moment, nous sommes dans la justice. Même si nous voulons présenter les documents de la justice, les gens nous empêchent. Et la fois dernière, nous sommes partis à la justice. On nous a entendus, on a renvoyé que le 26. La population s'étonne aujourd'hui qu'il y a casse. En Ngouang-Bakoko, la détresse est totale. Une quinzaine de maisons détruites, une cinquantaine de personnes sans abri, de petits-enfants d'une école traumatisés. Les populations, face à ce qu'elles qualifient de mafia foncière, comptent se réunir vendredi 19 février pour exprimer leur colère. Dans la capitale économique du Cameroun, la Direction générale des impôts se pose en arbitre dans ce conflit entre les entreprises et certaines banques. Vous le savez, des frais de prélèvement, le prélèvement des frais de commission en vigueur depuis quelques semaines lors du règlement de l'imposition fiscale suscite des grincements de dents chez des opérateurs économiques. Les contribuables ont saisi le gouvernement pour ce qu'ils considèrent comme une arnaque de la part des banques. Lors d'une concertation avec les entreprises à Douala, le patron des impôts a appelé les banques concernées à mettre un terme à ces prélèvements et permettre au secteur privé de pouvoir payer ses impôts selon les règles édictées par la loi de finances. D'autres précisions avec Cédric Chouna et Donald Brice Kamgan. Entre 1000 et 2350 francs CFA, c'est la somme que certaines banques exigent aux petites et moyennes entreprises lors du règlement de leurs impôts. Ces frais supplémentaires demandés aux guichets de banque sont des abus, dénonce l'association camerounaise pour la défense des droits des contribuables. Lorsque quelqu'un doit payer 5 000 francs d'impôts par mois et qu'il doit faire un virement bancaire, parfois le fait de virement c'est 6 000 francs. Vous avez 5 000 à payer et vous payez 15 000 francs. Finalement, qui gagne? Cette organisation de la société civile avait déjà saisi le gouvernement sur le sujet. La concertation entre le PME et le directeur général des impôts était l'occasion pour Modeste Mopafatouine de donner la position de l'administration. Je puis vous assurer
que ces paiements de 2300 francs et plus ne devraient plus être à l'ordre du jour et on va revenir à une pratique saine et avec d'autres possibilités pour les contribuables d'aller payer ailleurs. Le DG des impôts précise ensuite que d'autres moyens de paiement sont désormais en vigueur, notamment la voie électronique. Mais les opérateurs économiques proposent comme solution définitive que l'État paye lui-même les frais supplémentaires que les banques disent relever du système de compensation, l'argument du secteur privé étant qu'il s'agit d'une sorte d'impôt double asphyxiant pour les entreprises. Les autres axes d'échange, les interventions jugées intempestives de l'administration fiscale au sein des entreprises. En une année, je reçois 4, 5, 6 mises en demeure valant régularisation d'un chiffre d'affaires ou soi-disant me taxer d'insuffisance de chiffre d'affaires. Pourtant, j'ai déclaré. Moi, j'assimile ça à un contrôle déguisé. Répondant à cette préoccupation, le DG des impôts a rappelé que sa circulaire de 2016, limitée à une seule intervention par exercice fiscal en entreprise, reste en vigueur. La question en a été posée de comment la mise en œuvre effective de cette mesure volontariste qui a été prise de dire que nous ne voulons pas que nos inspecteurs soient dans vos entreprises tout le temps. Et donc, cette vérification générale de comptabilité, nous essayons de la contenir le maximum que nous pouvons pour éviter que vous soyez tout le temps perturbés par les entreprises. Les débats souvent très houleux ont permis à la Direction générale des impôts de faire le point sur les mesures de soutien aux entreprises et notamment les plus petites. L'une d'entre elles, c'est l'exonération d'impôts sur les 5 premières années au bénéfice des start-up dès cette année 2021. C'est le premier directeur de publication d'un quotidien, acteur de premier plan pour la lutte pour la liberté de la presse. Benjamin Zébazé a exploré de nouveaux pans de son génie créateur. Il s'est investi dans l'assemblage et la mise en place des tricycles au Cameroun. Le tout premier modèle assemblé et mis en place par Benjamin Zébazé roule depuis quelques semaines dans les rues des villes de Douala, mais aussi de Tcham, dans le département de la Menoire. Il a mis sur pied ce premier modèle sur fonds propres et son ambition est de porter à une échelle industrielle ce projet de tricycle au Cameroun. C'est un grand reportage signé Robert Mokobe, Théophile Tchunke et Sylvestre Hippolyte Zangaou. L'hebdomadaire Ouest Littoral a certes disparu du paysage médiatique au Cameroun, mais son directeur de publication Benjamin Zébazé est bel et bien présent. Absent des plateaux de débat depuis belle lurette, nous sommes allés le trouver dans les jardins de l'une de ses résidences au quartier Bonabéry, à Douala 4e. Je suis revenu dans la presse avec le journal Ouest Littoral et j'ai été suspendu pratiquement chaque 6 mois. J'étais suspendu. Je crois qu'il faut quelquefois savoir laisser. Je crois qu'on m'a assez vu. 30 ans c'est beaucoup. 30 ans c'est beaucoup. Puis maintenant, quand je m'ennuie, je vais sur Facebook. Les Cabourés et moi, on bagarre un peu, mais toujours dans la bonne humeur. Le directeur de publication du journal à succès Challenge Hebdo dans les années 90 se met donc désormais en marche du monde des médias et canalise son inspiration dans un autre domaine vers lequel son esprit l'a orienté. En tout temps, je suis tombé gravement malade. Et quand je suis allé voir les médecins, ils m'ont expliqué que c'était vraiment trop avancé. Alors mes soeurs m'ont demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Vous savez, j'ai le seul garçon dans une famille de 5 filles. Et elles m'ont demandé ce que je pouvais faire en temps pour oublier un peu. Alors après avoir réfléchi, je me suis dit, allez, je vais faire quelque chose qui est très difficile. Parce que trop facile, ça ne m'aidera pas. Et je me suis dit, bon, je vais faire un tricycle parce que je voyais que des gens vont au travail le matin ici dans des conditions horribles. 3 derrière moto, 4 derrière moto. Et puis, ça coûte très cher. Je me suis dit, je vais imaginer un système de transport qui permette aux gens de voyager dignement et à un prix acceptable. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la confection de ce tricycle que je n'ai pas inventé de toutes pièces. J'ai regardé ce qui s'est passé dans tous les pays ailleurs et j'ai essayé de faire une synthèse. Benjamin Zébazé, de la plume à la fabrication des tricycles. Pour en avoir le cœur net, nous l'avons suivi lors de l'un de ses séjours à Tchang. Voici donc le tricycle made by Benjamin Zébazé. L'un de ses collaborateurs nous renseigne sur quelques fonctionnalités de cet engin destiné au transport des personnes. Là, nous avons un levier de vitesse. Nous avons pris actuellement 1 mois pour concevoir ces leviers. Oui, ça nous a pris beaucoup de temps.
Ouais. Et là, c'est la tige, la mallette pour faire la marche arrière. J'ai fait ça moi-même. J'ai pris mes enfants au village, 1 ou 2. On est venu, je dessine, ils coupent, on soude ensemble, on peint ensemble, on met le mastic ensemble. Et j'en suis fier. Parce que j'ai mon fils qui est ingénieur mécanicien, il travaille pour Renault en France. J'aurais pu lui dire de venir faire ça. Il a des compétences supérieures à la mienne. Mais je n'aurais pas été de temps fier. Vous voyez que vous dites je suis malade, vous pouvez vous rendre compte. Parce que j'étais content. Parce qu'enfin on a réussi avec mes enfants du village. Donc on a fait cette moto-là comme ça, en s'amusant. Ça a pris 1 an. Hein. Il a donc juste fallu les aider à Benjamin Zébazé pour se lancer et financer son projet sur fonds propres. Il y a des pièces que nous avons fouillées pendant 3 ou 4 jours dans les casses. Hein. Ça, autorisé d'un gros porteur qui fait Douala Yaoundé. Ça, ce couvercle-là, nous l'avons fabriqué nous-mêmes. Là, nous avons modifié tout le système de changement d'embrayage d'une grosse moto. Les chaises, on a conçu nous-mêmes. Le pont qui a derrière là, c'est le pont d'une petite voiture. Les pneus, c'est le pneu d'une grosse voiture. Les ceintures de sécurité que vous voyez là, c'est les ceintures de sécurité d'une voiture. La bâche, c'est les bâches des camions que nous avons là-bas. Les surglaces là. C'est marrant parce que les surglaces, c'est le moteur des surglaces de la voiture de ma femme. Et là, le balai, c'est le balai de ma RAV4. Fier de voir ce tricycle monté par lui-même, Benjamin Zébazé compte créer une usine pour en fabriquer d'autres, en espérant que des partenaires intéressés par son projet se rapprocheront de lui. Car fidèle à sa logique, il ne compte nullement sur l'appui du gouvernement camerounais. Pour l'instant, ce tricycle n'a pas encore de nom de baptême. Et les pièces sont assemblées à Douala et à Tchang, avec des outils connus. En attendant que le projet se développe à l'échelle industrielle, le tricycle de Benjamin Zébazé est fièrement conduit par son fabricant. Un grand reportage réalisé à Tchang et Douala avec le concours de Leclerc Sakem, Robert Mokoubé, Théophile Tchonke et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Parlons à présent de ce souhait qu'émet le gouvernement du Japon pour les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le gouvernement du Japon souhaite qu'ils puissent revenir le plus tôt à la vie normale et paisible, un souhait exprimé lors de la signature d'un projet visant à réhabiliter des centres de santé dans la région du sud-ouest, projet évalué à plusieurs milliards de francs CFA. Il entre dans le cadre du projet de reconstruction de ces 2 régions anglophones, celle du nord-ouest et du sud-ouest. La signature de cette convention entre le gouvernement japonais et le PNUD s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement camerounais. Compte rendu, Gizogo. Le plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest fait à nouveau parler de lui. Les services du Premier ministre viennent d'abriter la cérémonie de signature de la convention de financement entre le Cameroun, le Japon et le PNUD dans le cadre du soutien aux régions du nord-ouest et du sud-ouest touchées par une crise sociopolitique depuis 2017. Le Japon attache une grande importance à la coopération pour améliorer les conditions de vie des populations locales du Cameroun. Le gouvernement du Japon a décidé de financer ce projet de PNUD pour réhabiliter les points d'eau et centres de santé dans la région du sud-ouest. Avec un financement de près d'1,5 milliard de francs CFA, le Japon indique qu'il va poursuivre sur cette lancée alors que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD justifie le choix du département du Fako dans le sud-ouest pour ce premier financement. Nous allons continuer de contribuer à la reconstruction et développement de la région du sud-ouest et l'amélioration des conditions de vie des populations de la région du sud-ouest. D'abord, c'est de féliciter de cet accord important d'une contribution au programme de recovery dans le nord-ouest sud-ouest. Le FACO Division, évidemment parce que c'est un vaste département et sur le plan des besoins, nous avons pensé que ce serait une bonne opportunité de commencer par là. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. Le gouvernement, pour sa part, se félicite de cette implication du Japon comme premier partenaire international du Cameroun dans le plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Le Japon, que nous saluons,
Le Japon, pays ami du Cameroun. Le Japon, dont la coopération a toujours impacté positivement notre processus de développement, met à disposition près de 3 millions de dollars. Dans l'optique de réhabiliter les centres de santé et les infrastructures d'approvisionnement en eau dans le département du Fako, dans la région du Sud-Ouest. Dès lors, comme pour stimuler les autres partenaires encore en retrait, le gouvernement souligne qu'ils sont sur la même longueur d'onde que le Japon. Il est important de dire que cette dynamique qui est portée par l'action gouvernementale japonaise aujourd'hui bénéficie aussi du soutien des autres pays partenaires qui certainement, à travers cette action du Japon, vont aussi emboîter le pas, accélérer le processus pour que les populations, les nôtres dans ces régions affectées malheureusement, puissent ressentir un bien-être. Alors que la situation sécuritaire reste préoccupante sur le terrain, le plan de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est doté d'un budget de 89 milliards de francs CFA avec une quote-part de 8,9 milliards du Cameroun déjà mise à disposition selon le gouvernement. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale peine à lutter contre le terrorisme transfrontalier, la résurgence de la pandémie du Covid-19 et ses conséquences économiques désastreuses. Au regard de ces multiples défis socio-économiques, 2 envoyés spéciaux de la sous-région ont foulé le sol du palais de l'Unité à Yaoundé. D'abord, l'émissaire du président équato-guinéen Balthazar Ngonga Enjo a été reçu en audience dans l'après-midi au palais de l'Unité à Yaoundé. Le ministre d'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale, déclare qu'il s'agissait de porter à l'attention du président camerounais un message de son homologue Théodoro Obiangema Bazogo. Les aspects de ce message portaient sur les questions d'ordre économique, sanitaire et sécuritaire. Juste après cet entretien, l'émissaire du président tchadien, Idriss Déby Itno, s'est rendu lui aussi au palais de l'Unité afin de s'entretenir avec le chef de l'État du Cameroun. Après 30 minutes d'échange, le ministre tchadien Ahmed Abakar Hadid a confié qu'ils ont discuté sur les stratégies de lutte contre le terrorisme. Selon la présidence de la République du Cameroun, ces concertations à caractère bilatéral et communautaire se déroulent au palais de l'Unité parce que le chef de l'État est également président en exercice de la CEMAC, désigné depuis l'an dernier. Toujours dans l'actualité, alors que plusieurs médias nationaux ont annoncé le décès du célèbre homme d'affaires Pascal Monkam, sa famille a démenti sur les antennes d'Equinox Télévision. Certes, il est sous soins intensifs en Afrique du Sud, mais son état est stable, déclare son fils Alain Christian Monkam, s'exprimant sur les antennes d'Equinox Télévision. Je suis Alain Christian Monkam, avocat au barreau de Paris et de Londres, et surtout fils de monsieur Pascal Monkam. Je souhaitais intervenir rapidement sur votre antenne pour démentir les informations honteuses que je le vois sur les réseaux sociaux concernant la mort de monsieur Monkam. Monsieur Monkam Pascal n'est pas mort, il est actuellement souffrant, vous le savez. Il a été évacué du Cameroun et il est actuellement soigné par des médecins de pointe en Afrique du Sud. C'est pas facile, vous connaissez son âge, 90 ans, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et donc actuellement il est soigné et il n'est pas du tout décédé. Donc il faut que ceux qui propagent ces informations arrêtent. C'est absolument faux. Monsieur Monkam est en vie, il est soigné et si il y a d'autres informations à donner, nous vous les communiquerons. Monsieur Monkam a droit à la dignité. Je comprends, hein, c'est une personnalité publique qui compte dans l'histoire économique du Cameroun. Toutefois, c'est également un être humain qui a droit à la dignité et on doit respecter sa santé. Un public reportage dans ce journal, le groupe SABC, Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, a édifié les jeunes en leur donnant l'opportunité de s'inspirer du parcours assez
électrique et inspirant de l'icône de la musique africaine, Fally Ipupa. C'était lors de la fête de la jeunesse, lors de sa conférence de presse. Il est revenu sur son parcours, a tenu à présenter aux jeunes les enjeux de rester concentrés et d'avoir des modèles pour être les meilleurs de leur génération. Ensuite, il a donné un concert électrique dans la capitale économique du Cameroun. Reportage. Attendu par une jeunesse en liesse qu'il a accueilli à l'aéroport international de Douala, Fally Ipupa n'a pas été déçu par ses inconditionnels en masse qui maîtrisaient les codes de l'handicap familier. Le lendemain, face à la presse, l'aigle de Kin a joué le jeu et dévoilé son côté pédagogue en partageant son expérience. Je vais regarder ma carrière, je pense que voilà, je suis en quelque sorte un modèle. J'ai travaillé dur, j'ai respecté le travail, j'ai respecté les gens qui dirigeaient et aujourd'hui je fais respecter par les gens que je dirige. Le 11 février, jour dédié à la jeunesse, jour de concert, très tôt, garçons et filles sont au rendez-vous. Un ticket, un top. Les nombreux artistes qui ouvrent la scène savent faire monter la pression. Mais pour ces milliers de jeunes prêts à tout, seul Fally peut étancher leur soif comme un top. Ils espèrent beaucoup, Fally leur donne plus que ça. On chante un chœur, c'est l'extase. Exit l'acte 2 Top Concert. Avec le sourire large et les étoiles plein les yeux, on peut rêver à demain. Et rendez-vous pour le Top Concert de la jeunesse, acte 3, avec Top poursuit tes rêves, plus qu'un slogan, un engagement. L'idole des jeunes fait un dernier stop au siège des brasseries du Cameroun au lendemain de ce concert mémorable. Et là, c'est le personnel SABC qui en profite. Tous les membres de la Team Top sont bien récompensés au cours de cet instant selfie et dédicace. Dicap, la merveille, peut s'en aller le cœur léger. Il a bien rempli sa mission. Ainsi à cette jeunesse la force de poursuivre ses rêves, un top à la main. Oubliez, il y a tant de choses qu'on se promise, tant de choses au fond de moi. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allan Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Allan. 68 morts des suites de Covid en l'espace de mois. Cela fait environ 2 personnes qui décèdent chaque jour des suites de Covid-19. Si l'on fait une moyenne entre le 16 janvier 2021 et le 18 février 2021, le nombre de cas de Covid a également triplé. On est passé de 694 cas actifs à 2200 cas actifs. Et vous avez vu ce reportage dans une école primaire publique fermée pour cause de détection des cas parmi des élèves et enseignants. La situation est redevenue préoccupante. Pour reprendre les mots du ministre de la Santé publique, on observe toujours une insouciance au sein de l'opinion publique nationale concernant cette deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Serge Allan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Allan. Rendez-vous lundi 20h. Dans un instant donc, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau, deuxième partie, c'est Equinox Soir, le temps du débrief, toujours en compagnie de
Raphaël Ndougou, Cho Walters, Fautine Zodjou et le docteur Etoile. Docteur Etoile, 68 morts. En l'espace de mois, ça fait peur. Oui, 68 morts. Au Cameroun, hein? Oui, un mort de plus, c'est toujours un mort de trop. Oui. Donc, pour tous ceux qui disent que la situation est sous contrôle, le corona ne tue pas les Noirs, on n'a pas besoin de vaccin, je pense qu'il faut qu'ils se ressaisissent et prennent relativement le pouls de la situation, parce que c'est assez grave. Si une personne n'a pas été directement impliquée, il faut rapprocher des personnes qui ont perdu un frère, une sœur, un père, une mère. Et je vous dis, le Covid, malheureusement, est une maladie très foudroyante. Quand ça vous prend, quand ce n'est pas la forme asymptomatique, et que ça vous secoue, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour essayer de rectifier le tir. Donc je pense que toute la communauté nationale doit se ressaisir. Les autorités doivent effectivement redonner le cap, remobiliser les populations. Les leaders d'opinion, je vois, il y a des Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous nous parlez pendant le journal du cas du Togo. Est-ce que il faut passer à la phase répressive? Oui, je pense Parce que dans tous les discours, on se rappelle le discours du président en fin d'année, il a dit que les Camerounais ont lâché un peu. Le ministre dit qu'il faut reprendre, oui, faut réapprendre à respecter toutes ces mesures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut mettre en place un certain nombre de mesures institutionnelles. Pour celles qui existaient déjà, il faut les réveiller, il faut les dépoussiérer pour essayer de limiter les interactions humaines, parce qu'il faut savoir que ce sont les interactions humaines qui accélèrent la contamination. Donc il faut diviser les interactions humaines par 4 pour essayer de briser un peu la progression de la pandémie. Donc il faut mettre ces mesures restrictives, surtout en soirée, parce que les gens se demandent toujours est-ce que le corona ne circule pas la nuit, pourquoi on interdit, on fait vous avez une explication? Oui, bien sûr. Pourquoi c'est la nuit qu'il se réveille? Bien sûr, parce que les interactions sont beaucoup plus importantes la nuit. Oui. Des dîners, les soirées, les réceptions, c'est là où ça se passe beaucoup plus la nuit. Oui. Et donc c'est pour cela qu'il faut donc couper ces interactions, les soirées de mariage, ça se passe effectivement la nuit. On a vu des concerts. Effectivement, il faut suspendre, de mon point de vue. Il faut vraiment essayer de tenir. Donc vous êtes pour un retour, une application, on va pas dire. Non, exactement, je suis. Comme le Premier ministre l'a annoncé le 17 mars 2020. Il faut remettre les mesures du 17 mars. Oui. Il faut les remettre. Il faut les réveiller, réactiver. Il faut les dépoussiérer, il faut les remettre en place. Voilà, donc, et en plus, je le dis, suivre le processus d'immunisation. C'est-à-dire que je repose un peu la question de la vaccination sur la table, parce que une épidémie s'arrête quand une population a atteint l'immunité collective. L'immunité collective peut s'obtenir de façon naturelle, c'est-à-dire que les gens ont contracté. Mais on a parlé de ça lors de la première vague. Non? Effectivement. Au départ, 90%, je crois. C'était 60-60%. Voilà. Au départ, je pense que c'était dans la première vague. On a peut-être atteint cette immunité de façon naturelle, mais je suis très inquiet sur la seconde vague parce que elle semble beaucoup plus virulente. On ne connaît pas tout. Ça veut donc dire, ça pose le problème. Ça veut dire qu'on peut être contaminé 2 fois au Covid-19. C'est une maladie apprenante. Nous apprenons tous les jours. Elle déjoue tous les pronostics. Personne ne peut. Exactement. Personne ne peut prédire. On a vu des immunités au départ qui étaient de 3 mois, d'autres de 6 mois, d'autres de 8 mois. Et après, des personnes être réinfectées. On a même vu des cas dans la littérature de personnes être infectées par 2 souches différentes. Donc aujourd'hui, je pense que sous réserve de ce que les autorités sanitaires fassent encore une grande campagne de dépistage avec séquençage du virus pour qu'on sache quelles sont les souches
qui circule en ce moment? Est-ce que c'est la souche originelle? Est-ce que c'est la nouvelle souche sud-africaine, anglaise? On doit le savoir, puisque la campagne de vaccination va bientôt débuter et il faut qu'on ait l'esprit fixé. Raphaël Ndougou, vous avez suivi, le médecin sur ce plateau parle qu'il faut réactiver, dépoussiérer les mesures du 17 mars 2020, énoncées par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngouté. Heureusement que c'est un médecin qui a parlé, oui. Parce que M. Fouting, je sais qu'il va dire que quand on va encore essayer de verrouiller, parce que dans son déroulé, a parlé des zones où nous nous retrouvons en soirée, des snacks, des bars, ainsi de suite. Est-ce qu'on prend quand même la peine de poser un seau d'eau où nous pouvons nous laver les mains, même si on ne peut pas avoir lavé le masque? Parce que ces mesures, parmi ces mesures, le lavage des mains est également là. Et n'oublions pas qu'en ce moment, nous avons une période très compliquée, la saison sèche, où généralement nous avons la grippe au quotidien, ainsi de suite. Ça peut aussi passer par là. C'est pour ça qu'ici, il faut interroger véritablement la responsabilité des Camerounais. Parce que si nous pensons que nous autres, là, nous prenons des positions du village, vous le savez déjà, puisque je l'annonce ici tous les jours, que moi j'ai ma position de grand-mère à la maison. Alors maintenant, est-ce que c'est parce que nous prenons ça que nous allons abandonner totalement ce que le gouvernement a demandé? Le président de la République a demandé, a dit le 31 décembre que le port du masque restera obligatoire. Alors, Walter disait tout à l'heure qu'il ne voit pas les gens porter le masque. Il ne s'agit pas, c'est pas le gouvernement qui va marcher avec le masque. Lui seul porte, les autres ne portent pas. Où je suis assis là, j'ai le mien. C'est parce qu'on ne pouvait pas parler avec le masque. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement ne marchera pas derrière chaque Camerounais avec le fouet pour dire, cher Camerounais, portez le masque. On ne va pas demander aux mototaximens de ne pas porter plus de 2 personnes, comme c'est le cas que nous voyons au quotidien. Qu'est-ce qui est même... Pourquoi est-ce qu'on met le masque? Il faut expliquer aux Camerounais. En ce moment, les spécialistes comme le médecin vont davantage expliquer que non, on porte le masque parce que le contact, c'est là lorsque nous parlons. Alors, donc, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de revenir justement donc, à ces mesures. Et de manière plus dure. De manière plus dure, pourquoi? Parce que, pour moi, je me dis que le gouvernement observe pour le vaccin parce que on se dit qu'il faut qu'il y ait le vaccin qui sera adapté aux réalités de notre pays. C'est-à-dire qu'à cette immunité que le docteur vient d'indiquer, est-ce que quand on va m'administrer un vaccin qui est administré au Canada ou bien en Belgique, est-ce que ça va marcher dans mon corps? À ce niveau, tout à l'heure, M. Fouting disait qu'il n'est pas sûr qu'on a une certaine organisation au niveau des institutions en charge des questions de lutte contre la maladie. Si c'est donc le cas, si c'est qu'en ce moment, les spécialistes ne se sont pas encore mis au travail, c'est le moment qu'ils se mettent au travail pour éviter que cette nouvelle souche-là soit plutôt dangereuse que la première. Et que cette affaire de vaccin dont on parle, qu'on associe des médecins, voici un qui est là, et bien d'autres, autour du ministre de la Santé, autour des autorités, afin de voir plus clair, afin d'étudier également ce vaccin. Ceci m'amène, je veux chuter par là, ceci m'amène à dire que dans l'avenir, n'attendons pas toujours qu'on se retrouve dans ce genre de situation de maladie. Il faut spécialiser, il faut envoyer nos médecins en spécialisation. Dieu sait, c'est le nombre que vous avez déjà fait connaître au Cameroun ici depuis mars dernier, l'année passée. C'est-à-dire qu'on a de la matière grise, on a des médecins compétents. Il faut qu'ils soient davantage spécialisés. Il faut financer la spécialisation des médecins afin que quand on a une situation comme celle-ci, que ces spécialistes s'asseyent pour dire nous avons déjà vu telle chose ou nous avons appris telle chose et puis voici ce qu'il y a lieu de faire. C'est pour vous, on doit revenir au 17 mars 2020. It's not possible. I don't know whether... Parce que vous plaignez que vous étiez seul au marché Nkolulun à porter le masque. Yes, we live with it because we cannot send people back to their homes. I have the impression that the doctor here and Raphaël Ndougou do not know the situation of the Cameroon context economically now. Do you know that the Brasserie du Cameroon, not to make publicity, is the highest taxpayers in Cameroon? And do you know how many liters, do you know how many was spent in 2020? Le Cameroun dépensait 650 milliards pour la boisson au Cameroun. Now, it's the second best payer of taxes in Cameroon. Let me take, for example, somebody who operates a snack bar
and has somebody who roasts fish, another one who makes call box, another one who sells maybe granite, another one who sells other things, food stuff. Those are about 5 families. They sustain 5 families, they send children to schools. When you close the night economy, what do you expect the Cameroonians to do? Let me present the economic situation. Ils ne sont pas au courant de la situation économique du Cameroun actuel. Balance du paiement, négative 0,6%. Produit intérieur brut, négatif moins 2,3%. La dette extérieure, 9 117 milliards. Dette intérieure, autour de 3 000 milliards. Budget, 5 000 milliards. What do you want the government to do? We cannot confine people. That's the economic situation in Cameroon now. If we send people back at home, they will become thieves. That is what we call l'économie de la nuit. Non, vous vous accrochez seulement à un point. On a parlé de 13 mesures. 13 mesures. Où sont donc les mesures d'accompagnement, puisque le gouvernement n'avait pas... 13 mesures ce jour-là, le 17 mars. Yes, there were 13 measures, but the government do not have accompanying measures to support because the coffers cannot sustain Cameroonians for those 13 measures. Let me take one of the measures. GCAM presented a book of about 96% of enterprises in Cameroon that are affected by the virus. Do you know what the government disbursed as sum? 25 billion to pay as crédit de TVA. Crédit de TVA c'est quand une entreprise a livré la marchandise à l'État et l'État doit à l'entreprise crédit de TVA 25 milliards alors que c'est autour de 1200 milliards. C'est insuffisant, insignifiant. So I want to say here that my co-panelists, when Serge Alain called us here, it is to come and enlighten and prove to the government that when you take measures, you take accompanying measures. But Cameroon at the present moment now do not have means to send people on the 17th of March. That is why they can allow people to go. They should ask them to pray. And I'll end with 2 things. It's a new world order that is imposed to reduce the population of Africa because for the next 50 years will be 2 billion. Vous avez les éléments pour étayer votre affirmation? Well, you asked me whether I have proofs to demonstrate my assertion. Well, I will tell you that the virus was created. There is what we call la valeur nominale du virus et la valeur réelle du virus. So the nominal value of the virus is that we've known that the virus has spread all over the world. But the real value is that it has been created so as to impose the next new world order. That's why the vaccines are coming and they want the government to take the vaccines. So I don't advise the Cameroon government for now to go on confinement because the situation at hand now, Cameroonians to live with what they have. Samuel Kleda and the protocol proposed by the Minister of Public Health, Cameroonians can sustain with what they have now. Because now you can buy ginger, lemons, you can drink afofo. Oui, le Diantol, tu bois un verre de Diantol, tu tues le corona. So you can drink all those things. Cameroonians are used to. So we already know how we can combat corona in the rural area because the government is not possible to do it. Ok. Faustin Sodjo, il y a eu des mesures, je crois, on interdisait des regroupements de plus de 50 personnes. Au regard de ce qui s'est passé la semaine dernière, les marchés sont toujours bondés. Vous êtes pour, comme m'a dit le médecin sur ce plateau, Docteur Etoile, un retour aux 13 mesures du 17 mars? Oui, peut-être je suis pour. Je suis pour dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, rien n'est prévu, rien n'est fait. Donc nous n'avons que ces mesures comme solution efficace pour le moment entre nos mains. Raphaël fait bien d'appeler à la bonne conscience des Camerounais, mais nous sommes dans le règne de l'insouciance, de l'indifférence, de la chance et du hasard. C'est-à-dire qu'à la base, si les choses marchent bien, même chez nous pour quelques rares moments, ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui se sont assises et qui ont travaillé pour que ça marche. C'est souvent le hasard. Les gens ne portent pas les masques. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. C'est aussi parce qu'ils pensent que leur quotidien est déjà comme la mort. C'est pour ça qu'ils ne savent pas à quoi c'est le masque. Les gens ne prennent pas des mesures barrières. Les gens, c'est-à-dire que quand on parle même du corona au Camerounais, les gens sont traumatisés par d'autres formes de souffrance. C'est pour cette raison que je parle de notre règne du hasard. Le hasard a alors voulu que le corona passe chez nous de manière nonchalante.
Mais ce n'est pas parce que nous avons travaillé. Quand on dit, oui, mesures barrières, pas de regroupement de plus de 50 personnes. Mais on parle même à qui? Parce que pour parler de pas de regroupement de plus de 50 personnes, il faudrait déjà qu'on ait des marchés normaux. Donc des marchés où les gens sont dans des boutiques et sur des comptoirs. Mais nous avons un marché qui est organisé comme un camp d'esclaves, où les gens sont obligés de coller, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et quand vous demandez à plus de vendeurs que d'acheteurs de ne pas monter 2-3 personnes sur la moto le soir, ils vont vous répondre, nous avons même déjà vendu combien. Donc le coronavirus semble être la dernière souffrance des Camerounais. Ils estiment que la souffrance quotidienne est déjà au-delà du coronavirus. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas des mesures. Le gouvernement, quant à lui, connaît la situation. Mon frère vient tout à l'heure peut-être de nous faire des statistiques sur notre situation économique. Cela semble anodin et on semble même ne pas comprendre. Mais comment pouvez-vous alors expliquer que nous soyons toujours en train de nous endetter comme si on voulait atteindre un nouveau record du pays le plus endetté au monde, alors que les gens ont des priorités autour de la santé, autour des projets sociaux, autour de l'organisation de la population, afin d'éviter ce virus. Nous sommes en train de nous endetter pour construire des stades qui seraient livrés depuis 2018. C'est-à-dire qu'il y a un problème de fond. Et le problème de fond ici, pour ne pas surfer sur les conséquences d'une situation, le problème de fond étant que nous avons connu un retard dans tout ce qui est organisation de notre pays. C'est pour cette raison que même devant la mort, nous ne sommes pas prêts à prendre de meilleures décisions. Parce que le transport en commun n'est pas organisé. Alors quand vous demandez, permettez ces gens quelque chose, quand vous demandez par exemple aux gens de ne pas se surcharger dans des taxis, mais par la même occasion, vous ne réduisez pas les taxes liées au transport. Alors, vous dites alors que quelqu'un qui a pris le taxi de son voisin le matin alors qu'il a perdu son emploi il y a 10 ans et il n'a jamais été indemnisé, il a demandé le taxi de son voisin et il est appelé à verser 10 000 le soir. Que voudriez-vous qu'il fasse en acheter un litre de carburant à plus de 600 francs? Nous avons échoué et la situation n'est que le résultat. Ok, merci. On va donc prendre, pour terminer cette émission, on va aller d'abord au Canada où nous attend Dr Njanchou. Dr Njanchou Prévost, vous m'avez dit lorsqu'on préparait cette émission que cette résurgence est pour vous, de votre point de vue, une espèce de retombée du Chan. Expliquez-nous. Prendre la Belgique, on nous attend Emmanuel Fomon, comment comprendre qu'on parle de 68 morts des suites de Covid-19? Vous liez ça à quoi, vous? Écoutez, Serge Alain, il y a beaucoup de situations expérimentales au Cameroun qui démontrent que l'on joue avec le virus. On a pu voir, par exemple, le Chan, avec des longues files où les gens étaient alignés sans masque. On a tout récemment vu le concert de Fally Ipupa et même les festivités marquant les 88 ans du président Biya. Donc, il n'y avait vraiment pas de distanciation. On peut comprendre ce que les uns et les autres évoquent en termes de confinement impossible au Cameroun, vu la situation économique, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a des mesures qui sont possibles. Il n'y a pas que le confinement au Cameroun est quasi impossible, parce que les Camerounais, dans l'immense majorité, sont des gens qui survivent. Donc, on ne peut pas demander, dans le cadre européen, par exemple, il y a des gens qui sont appelés à télétravailler, c'est devenu une loi, quasi une loi. Parce que le gouvernement impose aux entreprises de demander aux gens de faire du télétravail pour ceux qui peuvent. C'est rendu obligatoire. Ceux qui ne travaillent pas, les coiffeurs par exemple, sont payés. Ils ont des revenus de remplacement. C'est un contexte impossible au Cameroun, mais il y a des situations, des exemples africains. Par exemple, je prendrai le cas du Maroc, où la pandémie, la situation est mieux gérée qu'en France. D'ailleurs, au Maroc, on a eu recours même à du couvre-feu. Ils ont commandé des vaccins chinois. Moi, je pense qu'il y a des mesures barrières. La distanciation, il y a un minimum de civisme
auxquelles le peuple devrait faire attention par rapport à sa propre santé. Il faut déjà qu'il prenne ces mesures qui sont possibles au niveau de soi-même, parce que je vois très mal comment le gouvernement s'en sortirait avec les dettes colossales dont vous avez évoqué tout à l'heure pour le financement des stades ou de la pénétrante est de Douala, sans qu'on sache ce que ça rapportera aux populations en termes de retombées économiques. Donc, en réalité, il y a des mesures à prendre. Le gouvernement doit institutionnaliser, le gouvernement doit réglementer, même dans le cadre d'une loi, l'obligation de porter des masques. Parce que celui qui ne porte pas le masque, il se met en danger, mais il met la santé d'autrui en danger. C'est un peu ça, il doit protéger. On a l'obligation de se protéger, de protéger les autres. Moi, je pense donc qu'il y a beaucoup de situations au Cameroun qui sont laissées, on est lassiste devant un certain nombre de phénomènes qui sont des situations qui prêtent Manuel, depuis la Belgique, est-ce que nous pouvons voir Jantou Prévost, docteur Jantou? Voilà, merci. Voilà, docteur, et toi, vous vouliez je voulais dire apporter une précision? Effectivement, chaque pays combat la pandémie avec ses réalités et ses armes. Et donc, je ne pense pas que ce soit une fatalité de dire que tout est perdu. En Chine, la méthode, ils ont presque vaincu le Covid-19 sans vaccin, parce que c'est un pays extrêmement discipliné, extrêmement ordonné, où les populations acceptent de perdre leur liberté pour le bien commun. On voit que cette situation est beaucoup moins acceptable, par exemple dans les pays occidentaux où ils peuvent des manifestations. Ils peuvent difficilement accepter Ils ont refusé le second reconfinement. Exactement. On a vu. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'en Occident, ils ne peuvent pas s'en sortir sans la vaccination. Parce que c'est un pays de liberté, les gens doivent recouvrer leur liberté. Et pour que la vie puisse redevenir normale, il faut la vaccination. Alors ici chez nous, nous sommes dans un contexte évidemment où on peut encore difficilement restreindre les libertés, puisque je parle sous le contrôle de Joe Walters qui a énoncé un certain nombre d'indicateurs économiques que je respecte. Avec la population qui vit dans l'informel, il faut essayer de trouver un équilibre entre essayer de freiner quand même la propagation du virus avec des mesures qui sont faisables, telles que le port obligatoire du masque, telles que la réduction d'un certain nombre des attroupements, un certain nombre de choses, mais miser également sur la vaccination. Pourquoi je le dis? C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être pas vacciner tout le monde, mais vacciner des personnes ciblées, des personnes d'un certain âge, des personnes qui sont porteurs de comorbidités, des personnes qui doivent voyager, des volontaires, des personnels de santé, des personnels d'aéroport. Et on essaye de cibler ces personnes à risque, on n'est pas obligé de vacciner toute la population. On pourra donc trouver un équilibre et préserver mais cela nécessite de passer par une campagne de communication vraiment sérieuse et agressive, parce qu'il y a évidemment un taux de refus et d'hésitation vaccinale qui est très fort, mais qui peut être dompté par une campagne de communication adaptée. Voilà, on nous fait savoir que le docteur Jantou Prévost est revenu. Docteur Jantou Prévost, je disais que vous liez cette montée-là, cette résurgence, au Chan qui vient d'être organisé au Cameroun. Dites-nous pourquoi. Oui. C'est effectivement un des facteurs qui a très rapidement, dès le début de la pandémie, été associé à une propagation des cas, c'est la proximité physique. Donc, on a, à partir de là, parlé de la notion de distanciation physique qui était un élément majeur, au même titre que le lavage des mains et autres. Et quand on est proche physiquement, on a des virus qui se propagent facilement. On a les cris et la voix, puisque dans un stade, on crie, on est actif. Et donc, la parole est aussi le vecteur, même si on ne se touche pas physiquement.
Et puis, au final, on est dans un contexte où, au milieu de cette foule, il y a des personnes qui sont positives, qui ne se connaissent pas, qui s'ignorent. Parce que quand on regarde le nombre de tests faits par million de population, le Cameroun est loin d'être un pays où on teste beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui circulent avec le virus. Et je parlais tout à l'heure de l'épidémiologie en termes d'âge, de la démographie de la population. Et beaucoup de Camerounais jeunes vont peut-être avoir des formes pauci-symptomatiques ou complètement asymptomatiques et vont aller au stade et contaminer d'autres. Et c'est vraiment un élément majeur. Donc, cette promiscuité et le fait qu'on est dans un circuit où on parle, on chante. On a vu des éclosions, par exemple, ici dans les karaokés, de cas de Covid. Et puis, on a effectivement des jeunes qui, parfois, ils se touchent, hein, parce que c'est l'émotion. On vibre le match, le stade. Donc, je pense que c'est clairement quelque chose qui a contribué. Donc, Voilà. Merci beaucoup, Dr Jantou, depuis Montréal. Bonsoir également à Windsor, au Canada. Merci également à Emmanuel Fomo depuis la Belgique. Merci à vous, Joe Walters. It was a pleasure. Yaoundé, voilà. Bon retour, hein. Yes, thank you very much. I will always come on anytime you need me on Equinox. Ok. Merci, Faustin Zodiou. Merci, c'est Alain. Merci, docteur. Voilà. Raphaël Dogo, merci. Merci, juste à 30 secondes, enfin une seconde pour dire mes condoléances à Maître Choumen qui a perdu sa maman ce matin à l'hôpital général de Yaoundé. J'allais dire de Douala. Toutes nos condoléances par ma voix et ceux qui sont avec nous et qui nous soient ce soir. Okay. C'est le chemin de tout le monde. Voilà, merci, merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour le dernier numéro de la semaine. Bonsoir, Konsamba.